Bonjour et bienvenue sur Contribution, le podcast pour faire sa différence. Nous sommes Sabrina et Nicolas, nous avons une expérience de 20 ans dans le management de réseaux de distribution et aujourd'hui nous sommes multi-entrepreneurs. Ce podcast est créé en partenariat avec My Libre Entreprise. N'hésitez pas à venir nous retrouver ou nous rencontrer sur nos différents réseaux sociaux. Dans chaque épisode, nous mettrons en lumière des personnes inspirantes, des créateurs passionnés, qu'ils soient entrepreneurs, artistes, visionnaires. Nous explorerons leur parcours, leur motivation, leurs succès et leurs défis. Contribution est un espace dédié à la célébration de la créativité, de l'audace et de l'engagement. Chaque invité représente une pièce unique du puzzle qui compose notre société en constante évolution et leur contribution laisse une empreinte significative dans le monde qui les entoure. Que vous soyez vous-même un entrepreneur en herbe ou simplement curieux de découvrir les histoires qui se cachent derrière des projets ambitieux et motivants, ce podcast est fait pour vous. Préparez-vous à être inspiré, à repousser vos limites et à embrasser le pouvoir de la contribution. Hello chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue dans le dernier épisode de l'année 2023 du podcast Contribution. La magie de Noël s'est installée et au moment où on se parle, au moment où cet épisode sera publié, le Père Noël aura déjà déposé ses cadeaux au pied de votre sapin et chacun s'apprêtera à donner le dernier lot de l'année 2023, à s'apprêter pour la nouvelle année. C'est donc dans une énergie positive, festive et joyeuse qu'on espère que vous écouterez ce 10e épisode de Contribution. Et si la joie qui vous habite est suffisamment intense pour le faire, et si le cœur vous en dit, on vous invite à noter le podcast sur la plateforme que vous utilisez, votre plateforme d'écoute préférée. C'est toujours très cool d'avoir un retour de notre travail. T'en penses quoi ? Oui, je pense que c'est une bonne idée. Puis si vous mettez 5 étoiles, c'est mieux que 2. Enfin, en fait, vous mettez ce que vous voulez. Et puis, vous pouvez commenter aussi, c'est sympa. Pour terminer l'année en beauté, on vous propose un entretien avec des amis, Karine et Marc, que vous allez découvrir. Nous, on a eu l'occasion de les rencontrer dans notre ancienne vie professionnelle, dans le marketing de réseau. Pour ceux qui n'ont aucune idée de ce qu'est le marketing de réseau et de ce qu'on y vit, eh bien, dans cette industrie, ça mêle à la fois la vie professionnelle, mais aussi la vie perso qui est très englobée dans tout ça. On rencontre plein de gens différents, avec des profils différents, avec des cultures différentes, avec des histoires différentes. C'est un enrichissement personnel de chaque instant. Et on fait des rencontres qui forcément n'iront pas plus loin que le stade de la rencontre, d'autres qui se transforment en relations de travail pour un temps. Et enfin, il y a certaines qui deviennent des amitiés sincères, authentiques pour de vrai. Et je pense qu'on peut dire que c'est un peu notre cas à tous les quatre. Donc, pour vous présenter très rapidement, Karine et Marc, vous êtes un couple, c'est un couple qui a marqué son chemin à travers des expériences variées qui vont de l'enseignement au e-commerce en passant par une aventure d'immigration au Canada. Vous êtes les fondateurs de la marque Esprit d'Ovalie. Vous avez 2 enfants qui sont Maxime et Émilie et vous vivez au bord de la mer à Granville. Donc, merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation et bienvenue sur Contribution. Comment Le ça va ? podcast pour faire Sa différence. ta différence. Ravi d'être avec vous. Merci de nous accueillir sur ce podcast. Et merci pour l'invitation. Ben, c'est cool. Comme je disais il y a quelques instants, vous avez un parcours professionnel plutôt varié avec des expériences qui peuvent parfois sembler pas toujours compatibles ou pas du tout en rapport en tout cas. Est-ce que chacun d'entre vous veut bien prendre quelques instants et nous donner les grandes lignes de son parcours professionnel pour démarrer ? Moi, mon parcours professionnel, il était relativement classique, c'est-à-dire j'ai fait des études orientées vers la littérature parce que adolescente au lycée, j'ai eu envie d'enseigner très vite. Il faut dire que je suis influencée par une maman qui est enseignante, qui était enseignante. Et donc, j'ai commencé ma vie professionnelle sur cet axe-là. Et puis, effectivement, avec Marc, on a eu à un moment le projet de la migration, d'avoir une résidence permanente pour vivre au Canada. Et là, s'est posé la question de ma carrière, c'est-à-dire il y avait une remise en cause puisque nous partions avec une prise de disponibilité, c'est-à-dire qu'on n'allait pas, personne nous attendait là-bas, en tout cas pas moi, et il fallait de toute manière que je réfléchisse à
une éventuelle soit reconversion, soit de l'enseignement sous une autre forme, mais on va dire, mon activité professionnelle était à revoir et c'est Marc qui m'a mis la puce à l'oreille en me disant: «Mais qu'est-ce que tu sais faire à côté de l'enseignement? Qu'est-ce que tu aimerais faire?» Alors ça, c'est une grande question pour les enseignants. C'est une grande question problème parce que malheureusement, nous avons passé notre vie à l'école et on a l'impression qu'on ne sait rien faire en dehors de l'école. Et donc, ça a été une remise en question, voilà, une introspection et la possibilité de voir autre chose, d'essayer autre chose. Donc, cette vie au Canada a été pour moi l'expérimentation de l'entrepreneuriat. Et en plus, on vous a rencontré à ce moment-là, effectivement, nos chemins se sont croisés et on ne se quitte plus. Mais pour vous dire que oui, finalement, ma vie pro, ça a été d'abord l'enseignement, ensuite cette rencontre avec, ce déménagement qui a été un vrai changement de vie et une remise en question. Et puis après, effectivement, on est revenu en France. J'ai repris les chemins de l'école avec grand plaisir. Et depuis, voilà, ça va faire plus d'1 an que j'accompagne Marc dans le développement de cette entreprise de e-commerce. Et, et donc, je deviens un petit peu, je dis toujours en rigolant, un monstre à 2 têtes, c'est-à-dire je suis à la fois enseignante et à la fois entrepreneur. Et ça revient un peu aussi sur le chemin familial, parce que mon papa était commerçant, artisan. Et j'ai grandi au final avec ces 2 mondes, ces 2 univers qui se côtoyaient à la maison autour de la table. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai plaisir à vouloir explorer les deux aventures finalement, et côtoyer ces 2 aventures et faire en sorte qu'elles se complètent aussi. Mon parcours, il a été assez simple au départ parce que j'étais passionné par le sport. Dès mon premier cours de PS en 6e, j'ai vu la lumière, comme on dit. J'ai tout de suite voulu aller vers ce projet-là. J'ai toujours été très orienté projet. Quand je prends une décision, c'est sans retour, c'est unilatéral. Donc, des études en STAPS, le concours de prof de PS. J'ai été prof de PS pendant 20 ans. En chemin, alors que j'étais judoka, je découvre le rugby à l'université. Et en fait, c'est au niveau de l'université que tout a commencé à se jouer, puisque j'ai commencé à faire du rugby. Je suis tombé en amour, comme disent nos cousins québécois, du rugby. Arrivé au lycée à Honfleur, après un passage dans le 93 où je savais très très bien que les grandes villes, le béton, l'agressivité, ça allait pas être du tout mon délire. Je reviens en Normandie à Honfleur, je crée un sport-études rugby. Pendant 10 ans, je m'éclate. Mais déjà à l'époque, il y avait cette notion de grand écart où j'étais en cours de PS où parfois c'était, allez, je peux utiliser le mot, c'est pas manquer de respect à mes élèves, mais c'était ennuyeux. Et à côté, il y avait le sport-études où je m'éclatais, j'aurais pu le faire bénévolement, tellement c'était passionnant, tellement c'était vibrant, tellement c'était positif, avec des rencontres de jeunes qui sont devenus, pour pas mal d'entre eux, des amis avec qui aujourd'hui j'ai encore des relations. Et puis, cette carrière de prof, à un moment donné, elle a eu un coup d'arrêt puisqu'on a vécu un cataclysme dans notre vie en 2011. On a perdu un enfant à la naissance. Et pour moi, ça a été vraiment un signal fort. Il fallait faire autre chose, il fallait changer de projet. Et quand on a passé sa vie et sa carrière, la première partie de sa vie et de sa carrière, à pas réfléchir au lendemain, parce que le chemin était tout tracé. Quand on est prof, et encore plus prof de PS, on fait le plus beau métier du monde, à mon sens. Et quand il a fallu réfléchir, se repenser, rebondir, faire preuve de résilience, il y a vraiment eu pour moi un chemin de croix. J'ai commencé à faire du coaching sportif privé, mais ça m'intéressait pas. Et puis en 2013, il y a eu la rencontre, notamment avec toi, Nico, et en fait cette espèce de lumière de la découverte de l'entrepreneuriat à travers le marketing de réseau, puisque c'était le concept de l'époque, et vraiment la possibilité d'une seconde chance et de pouvoir rebondir, et surtout la capacité de se rendre compte que quelque part, quand on est enseignant, on arrête un peu d'apprendre. On enseigne, on peut vite glisser vers la posture du sachant, mais on arrête d'évoluer. Et quelque part, cet accident de vie, couplé au sport-études rugby, où il faut toujours se remettre en question, c'est la logique du sport de haut niveau. Si on veut viser l'excellence, et cette découverte, ça a été vraiment la possibilité de repartir, de rebondir et de se rendre compte que la case dans laquelle j'étais, elle était juste mentale, et que d'autres projets sont possibles, d'autres projets bien plus ambitieux sont possibles. On peut vraiment faire autrement, et c'est juste faire preuve de résilience, suivre ses idées, se faire confiance,
Et quelques années plus tard, bah voilà, on est entrepreneur. Moi, je me suis vraiment reconverti à l'entrepreneuriat. Je me passionne pour le marketing digital. Je me passionne pour l'aide aux autres, mais différemment. Et voilà, le chemin continue, le chemin avance. On ne sait pas de quoi demain sera fait, mais aujourd'hui, le fait de vous dire que je ne sais pas de quoi demain sera fait, même pas peur. Alors qu'il y a quelques années, là, ça aurait été une autre posture me concernant. C'est très intéressant ce que tu dis parce que souvent les gens sont dans leur monde, tu sais, les gens sont dans leur classe ou dans leur coin. Les jeunes sont avec des jeunes, les gens qui sont plutôt dans le monde médical avec des gens du monde médical, etc., etc. Et c'est vrai que ça fait ma transition parce que l'enseignement, c'est un peu, en tout cas dans le monde de l'éducation nationale, dans ma perception à moi, c'est complètement antinomique avec l'entrepreneuriat. Et c'est ce que les gens ont en tête souvent, parce que, comme vous l'avez dit, d'un côté, bah, tu dois rentrer dans un cadre, un carcan, et puis enseigner dans un certain schéma qui est préétabli. Encore une fois, c'est ma vision. Et dans l'entrepreneuriat, bah, tous les jours, tu as des nouveaux challenges, des défis à relever. Tu dois sortir du lot, sortir du cadre, trouver des solutions, prendre des initiatives. Et c'est vrai que c'est un chemin que beaucoup de gens ont du mal à imaginer parce que quand tu as évolué pendant des années dans un univers, c'est pas évident d'en sortir pour dire je suis capable de faire autre chose. Donc déjà, félicitations pour ça. Mm. Effectivement, on s'est rencontrés il y a une dizaine d'années dans le cadre d'un projet professionnel qui a été intense. Et justement, j'aurais aimé vous poser la question sur ce parcours dans le marketing de réseau, puisque nous, on est tombé amoureux de cette profession, on l'a développée avec passion pendant 20 ans. Qu'est-ce que vous retirez de cette aventure? Qu'est-ce qu'elle vous a apporté? Qu'est-ce qu'elle vous a... euh, comment vous avez vécu les choses de la découverte au développement? Et qu'est-ce que ça vous a apporté pour la suite de votre vie professionnelle et de votre projet actuel? Bah, pour répondre en premier, moi, ce que ça m'a apporté, c'est bah, par rapport à ce que tu disais sur le fait que quand on est dans l'enseignement, on a du mal à sortir de la case. Beaucoup d'enseignants se disent, à part enseigner, je ne sais rien faire d'autre. Sauf que c'est faux. Quand on se dit ça, c'est que quelque part, on a arrêté d'apprendre. Parce que tout ce qui s'apprend peut s'enseigner. Et tant qu'on continue d'apprendre, on peut continuer à évoluer. Et dans ce parcours qu'on a eu pendant 11 ans de marketing de réseau, moi, ce que je retiens, c'est que tout devient possible à celui qui croit. Ça m'a vraiment permis d'apprendre ça. Au-delà de l'amélioration de compétences en communication, de développement d'attitude mentale positive, au-delà de compétences techniques liées au traitement des objections, c'est vraiment cette capacité de ce que j'avais perdu dans le monde du sport et quand on a quitté le sport-études, ce que j'avais perdu à travers le fait de faire croire à des jeunes que aller au plus haut niveau, viser l'excellence, c'était possible, même si on était issu d'une région qui est pas rugby, qui est pas ovale à la base, on était capable d'aller casser des bouches à des mecs du sud. Et c'est ce qu'on a fait parce que on y a cru et donc on l'a fait. Et le marketing de réseau, pour moi, c'est vraiment ça. C'est à partir du moment où tu y crois, ça va devenir possible. Mhm. Et toi, Karine? Parce que vous n'avez pas la même perception quelque part. On n'a pas tout à fait le même chemin non plus parce que le marketing de réseau nous expose à soi finalement. Donc, étant différents, on a un chemin différent. Même si à un moment on travaille ensemble, on cohabite, on collabore. Et Dieu sait que c'est un chemin pas évident, semé d'embûches, C'est pas faux. mais très riche, justement. De manière très triviale, moi j'ai dû apprendre à. J'ai pas appris, mais je veux dire, j'ai dû passer dans les magasins pour acheter des talons, des tenues d'affaires, du maquillage. Bref, il y avait aussi tout un travail. Et c'est vrai, mais Marc, tu rigoles, mais tu portais que des shorts et des joggings et tu as appris à acheter un costard. Donc on a On avait dit déjà, pas les affaires. d'un point de vue purement formel, entreprendre nous met dans une. Comme tout métier d'ailleurs, on a une forme d'uniforme, c'est-à-dire on a une certaine posture. Et moi, j'étais pas le genre de prof à talons hauts, à mini-jupe, à paillettes, à strass. Donc forcément, je ne le suis toujours pas. Donc l'entrepreneuriat, le marketing de réseau m'a amené à aussi travailler l'image dans le bon sens, c'est-à-dire travailler mon leadership, être une meilleure version de moi-même pour donner envie à des gens de le devenir aussi, d'être des meilleures versions d'eux-mêmes. Ce qui m'a beaucoup apporté, c'est que par rapport à l'école, quand vous êtes enseignant, même en lycée, vous voyez rarement le résultat du travail que vous fournissez. C'est un côté ingrat, c'est-à-dire souvent on met des graines,
on les arrose et on fait en sorte que nos élèves sachent arroser ou s'auto-arroser, s'auto-alimenter, mais on ne voit pas le résultat de la plante. Et je trouve dans le marketing de réseau, plein de fois, on a pu voir le résultat. En très peu de temps, d'ailleurs, en quelques mois, quelques années, et des résultats pas forcément dans le marketing de réseau, c'est-à-dire je ne dis pas qu'on a aidé des milliers de gens à devenir riches et indépendants, mais on a aidé beaucoup de gens à devenir différents, à prendre de la confiance, à avoir de l'audace, et donc on a vu des changements de vie, des choix professionnels, et ça c'est vraiment pour moi une grande gratitude parce que c'est pas pour gonfler notre ego, c'est juste que de se dire que le chemin qu'on prend, il éclaire les gens, quoi. Ça, c'était pour moi ce qu'il y a de plus important dans ce type de métier. Et c'est ce qui est plus riche que l'enseignement. Et sur votre parcours, donc on t'en a parlé un petit peu tout à l'heure, vous êtes allé au Canada, tu as parlé de remise en question. Si on devait revenir sur cette période, quels ont été les moments marquants de cette expérience? Est-ce que c'est une aventure? Forcément, je pense que oui, mais et en quoi cette aventure, elle a influencé votre vision du monde, de la vie en général, et sur vos enfants aussi, puisqu'ils étaient avec vous, forcément. Est-ce que c'est une expérience qui a marqué profondément votre vie et en quoi? Waouh, ça c'est une question qui est pas simple. Moi, ce qui m'a vraiment impacté dans cette immigration au Canada, c'est le fait de décider de coller à la maîtrise de l'anglais. Pas juste d'être content d'écouter de la musique anglaise et de comprendre deux, trois paroles, mais de vraiment aller vers un anglais professionnel, corporate, d'aller au contact d'une autre culture, même si c'est une culture occidentale, c'est une culture qui est quand même différente de la nôtre. Euh, on était arrivé au Canada en pensant qu'on allait rencontrer des francophones nord-américains. Oui, pour la petite anecdote, vous n'étiez pas au Québec, au Canada. On n'était pas au Québec, c'est important de le préciser, on était au Nouveau-Brunswick, donc c'est une province maritime qui est à l'est du Québec, qui est coincée entre le nord-est des États-Unis, le Québec et les provinces maritimes. C'est l'une des premières provinces maritimes. C'est la seule province officiellement bilingue. Je dirais que c'est à peu près 50-50 francophones et anglophones. Et quand on est arrivé, en tout cas c'était ma posture, je pensais que j'allais rencontrer des francophones nord-américains, des cousins français qui avaient immigré au Canada, comme nous. En fait, pas du tout. Ce sont des nord-américains, pour certains anglophones, pour certains francophones et pour certains exogames. Exogame, c'est vraiment le mélange des deux cultures, la francophonie et l'anglophonie. Et moi, je me suis vraiment frotté à la culture anglophone. J'ai travaillé en milieu anglais, en milieu anglophone. Je suis allé faire des rendez-vous d'affaires. Et ce que j'ai vraiment appris là-bas, et ce qui m'a vraiment marqué, c'est la notion de networking, le réseautage d'affaires, ou le réseautage de bienfaisance. Bref, le réseautage, aussi le réseautage religieux, parce que tout se fait beaucoup autour des obédiences religieuses des gens. Et ça m'a vraiment impacté. On a vraiment pris une leçon de relations humaines, d'entre-gens. L'entre-gens, c'est un mot bien français qu'on a oublié d'utiliser en France. C'est ce qui fait que peut-être le vivre ensemble en France n'existe plus ou va très mal. Et cette notion d'entre-gens, ça a été pour moi une réelle révélation sur le fait d'aller aux rencontres, d'aller faire des business, des meetings business, d'aller vraiment coller à des gens, mais je voulais pas être le Français qui migre au Canada en rencontrant à nouveau des Français de France. Je voulais vraiment aller me frotter aux, aux autochtones, aux vrais, même si l'Amérique du Nord, les vrais, on sait plus trop qui c'est. Et ça a été vraiment cette leçon, le networking, l'entre-gens, les relations humaines, la possibilité de chasser avec bienveillance pour créer des opportunités de business. Ça, pour moi, ça a été une très, très grande leçon. J'ai eu l'impression d'avancer de 5 ans en termes d'apprentissage. Quand je lisais certains livres de développement personnel, je disais, mais je sais ça, je l'ai vu, je l'ai vécu, j'en ai été le témoin, je l'ai même fait. On m'a même aidé à l'apprendre rapidement avec des Anglais. Et ça, c'est vraiment la grosse leçon. Le networking, le réseautage, rencontrer des gens, être vraiment en mode on ouvre les vannes et on va juste à la rencontre des autres. Et c'est vrai il y a une vraie qualité chez nos amis québécois, mais aussi nos amis au New Brunswick, c'est cette notion de bienveillance et on va dire, ouais, d'entre-gens. D'ailleurs, c'est une matière qui est enseignée dès la crèche. Les enfants sont éduqués
à se parler correctement, à apprendre à considérer l'autre, à respecter l'espace de l'autre. Il y a énormément d'apprentissage autour du vivre ensemble. Et moi, je me suis retrouvée, pour la petite histoire, contrairement à Marc qui a très vite été plongé dans le monde de l'anglophonie, moi, à l'inverse, on m'a embauchée parce que j'étais française. Donc j'ai côtoyé la fac, j'ai enseigné à l'université, surtout en français justement, c'était une université francophone, et j'enseignais des matières et surtout la littérature française, le théâtre, etc. Et j'ai aussi travaillé longtemps dans une crèche. Alors ça a été on va dire le boulot alimentaire, mais qui était très intéressant. La survie. C'était la survie, oui, parce que Marc a perdu son job du jour au lendemain. Donc quand vous mettez le pied en Amérique, c'est sûr que sur le sol américain, vous allez vous confronter à un autre univers, une autre perception du monde du travail. Tout le monde est, on va dire, engageable, mais jetable aussi. Ça va très vite. Et nous, on a été vraiment choqués. On a pris une claque quand, au bout d'un mois, on avait acheté une maison, parce que, rappelez-vous, c'est une résidence permanente qu'on avait. Donc, on n'était pas parti pour l'aventure. On n'avait pas dit, bon, allez, on met nos meubles dans un garde-meubles et on part 1 an faire le tour du monde et on passe par le Canada, on verra. Non, c'était vraiment une nouvelle vie qu'on avait choisi de faire. Et ça a été un choc au bout d'un mois, parce qu'on arrivait fin juillet, je me souviens, c'était la fête du Canada, on avait fêté à Montréal avec Émilie dans la poussette et Maxime qui regardait le feu d'artifice, les yeux émerveillés. Et 1 mois après, on apprend que Marc perd son job, pour lequel grâce auquel on avait réussi à avoir cette résidence permanente. Donc ça a été compliqué moralement, et j'ai pu rebondir. Je me suis dit, je vais chercher du job, donc je me suis inscrite en tant que prof de français pour donner des cours particuliers, ce que j'ai fait à une famille qui comptait vivre en France l'année suivante. J'ai fait des pieds et des mains à la crèche où on voulait inscrire Émilie, pour laquelle il n'y avait pas de place en septembre, pour qu'ils m'embauchent, alors que j'avais pas vraiment le profil, à part parler français et enseigner. C'est quand même pas le même métier, la petite enfance. Et donc là, je me suis heurtée à ce monde-là, c'est-à-dire l'éducation des jeunes, des enfants, le respect des différences. C'est-à-dire, par exemple, les enfants qui ont des handicaps de tout genre, ils sont dans l'inclusion totale. Ils sont inclus dans les crèches, à l'école, ils ont une aide, on les considère, on les accompagne. Et moi, en tant que professeure de français, la bonne française qui parle de manière naturelle, j'ai dû apprendre à utiliser d'autres termes, à dire garde tes mains pour toi, utilise tes pieds qui marchent. On ne doit jamais utiliser la négation. Donc, c'est une éducation hyper positive qui, pour moi, était pas si simple. On a mis quelques semaines, peut-être 1 mois ou 2, à prendre le pli. Et en même temps, tu demandais par rapport à nos enfants, ça a été très bénéfique parce que notre fille avait 1 an lorsqu'on arrivait sur le sol canadien, et elle avait un caractère particulier parce qu'elle était frustrée. Elle arrivait pas elle marchait pas tout à fait, elle ne parlait pas, alors qu'elle avait sûrement plein de choses à nous dire. Elle criait par contre. Et voilà. Donc, Un peu. on a tous les 4, et surtout Nikos, c'est Des souvenirs de présentation chez vous au Nouveau-Brunswick, là, où elle parlait presque plus fort que l'intervenant. ça. C'était sportif. On s'était même interdit à un moment de faire des présentations. On se refusait à la maison parce qu'on se disait c'est pas acceptable, c'est pas professionnel pour revenir. Ouais. Donc on trouvait des astuces. On allait dans des lieux publics, des hôtels, des restaurants, ou chez les gens, on se faisait. Voilà, on avait trouvé des stratégies pour éviter. Mais pour vous dire qu'en septembre, effectivement, toi tu es venu en octobre, à l'automne, ça faisait peu de temps qu'on était sur notre territoire. Et elle était dans ces crises-là, en fait. Et le fait d'aller à la crèche plusieurs mois après, parce qu'elle est rentrée en crèche en janvier, l'année suivante, ça a complètement changé. Parce que l'éducation, la façon de prendre les enfants, les laisser s'exprimer et de parler autrement, de ne plus être dans le frontal, être dans le fait de faire des diversions, ça a vraiment bien fonctionné. Donc pour nous, c'est bénéfique à 100% pour la famille. Après, ce qui est intéressant, c'est que dans ce contexte-là, donc moi j'avais perdu mon job, on vivait sur les économies de la vente de notre maison qu'on avait vendue à Honfleur, ça fondait comme neige au soleil. Moi j'étais coincé à la maison avec la petite, avec Émilie, parce que trouver une crèche, ça se faisait pas comme ça. Mettre un enfant à la crèche, ça coûtait près de $2000, donc c'était un salaire. Ce que m'a aussi amené cette expérience, c'est le contexte où je me suis retrouvé coincé à la maison, avec en plus l'hiver qui arrivait, la neige, le froid. Moi je suis de Normandie, 40 cm de neige sur les routes, je suis pas très décontracté. Ma limite est à 20 cm à peu près.
Et en fait, je me suis retrouvé contraint et forcé quelque part à vouloir développer le business avec lequel on était parti au Canada, parce qu'on était dans une province où c'était pas ouvert, donc il fallait œuvrer à l'ouverture de la province. Et ce contexte, en fait, m'a contraint et forcé à aller à la rencontre de professionnels du développement personnel, notamment de l'école John C. Maxwell, et des gens m'ont conseillé de me mettre à utiliser LinkedIn à l'époque, d'utiliser les réseaux sociaux. Et j'ai commencé par LinkedIn. Et comme l'un de nos rêves, c'était éventuellement de changer de province, parce qu'une fois que tu es résident permanent, le Canada est ouvert à toi. Tu peux déménager comme tu veux, comme dans les films aux États-Unis, où tu les vois, je crois que c'est le 31 juillet ou le 1er juillet, où tu vois tous les camions de déménagement qui vont dans tous les sens. Et ben, au Canada, c'est la même culture. Tu peux changer de province du jour au lendemain parce que tu as une opportunité de job, parce que tu vas ouvrir un business en Alberta ou en Colombie-Britannique. Et le fait d'être contraint, forcé et coincé à la maison et d'avoir ce conseil de me mettre à utiliser les réseaux sociaux pour me connecter beaucoup plus vite avec les gens, et ben, j'ai appris à le faire alors que j'en avais pas du tout envie. C'était vraiment pour moi une contrainte. Je me forçais à le faire. Et de cette contrainte, j'ai réussi à développer une compétence, ce qui m'a amené, par exemple, sur 3 jours à Montréal, à rencontrer 21 personnes. Parce que la force là-bas, c'est que quand tu te connectes avec quelqu'un et que ça match et que tu prends rendez-vous, bah, il y a des rencontres qui se font vraiment. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a aussi énormément apporté. C'est que, bah, à la différence de notre culture française de l'époque où bah, les réseaux sociaux, c'était soit pour les gamins comme Facebook, ou LinkedIn, c'était un peu nébuleux, on savait pas trop ce que c'était, est-ce que c'était une machine à recrutement, ou est-ce que c'était un deuxième Twitter, on savait pas trop. Eux, là-bas, ils l'utilisent déjà en termes de business, et ça nous a vraiment permis de mettre un premier pied à l'étrier à l'époque, en 2013, à l'utilisation des réseaux sociaux, pas en étant 100% digital, parce qu'on a fait plein de choses physiquement, mais à emboîter le pas à cet axe stratégique qui était déjà les réseaux sociaux à l'époque. Donc c'est un deuxième axe qui m'a vraiment, cette expérience m'a apporté ce deuxième axe. Les enfants nous ont vu faire des trucs de dingue et participer. Ils ont participé parce que on se prenait quand même beaucoup de noms, on s'est exposé énormément, on était incompétents, on démarrait dans l'activité. 90% de noms peut-être. Ouais, on découvre le marketing de réseau en février et on part en juillet, pour vous dire qu'on était vraiment ignares. On avait très peu de formation. Par contre, on avait vous qui nous épauliez. On avait la littérature du marketing de réseau, tous les livres. Donc, on a très vite eu une vision, mais c'est en passant à l'action qu'on a appris sur le terrain et on s'est pris vraiment des revers assez violents. Mais vous savez, les Canadiens, les anglophones sont très polis. Donc, ils vous disent toujours, c'est très intéressant. Je te laisserai savoir. Et nous, les Français, on prend ça positivement. On se dit, ouais, dis donc, il a dit que c'était intéressant. Alors qu'en fait, dans le terme, c'est juste, je t'écoute, mais ça me. Le je te laisserai savoir, le I like you know en anglais, je te laisserai savoir. Ça n'a rien du tout. On a appris en 3 semaines que, en gros, ça voulait dire qu'il y aurait classé sans suite. Ouais, c'est un peu comme quand tu dis à quelqu'un, on se revoit, on se fait une bouffe, un de ces quatre. On s'appelle. Là, tu sais que c'est plié. Donc, on a appris ce langage-là qui nous a forgé la culture l'apprentissage du non. Enfin, voilà, qu'est-ce qu'on fait de tous ces refus? On avance, on arrête, on se remet en question. Et puis, les enfants, ils nous ont vus. On a fait des choses dingues quand même. Enfin, je me souviens, Nico, tu nous dis, voilà, faut animer le séminaire de Montréal. Ben, on était à 1300 ou 1400 km et on faisait ça dans le week-end. Parce que moi, j'avais un job, je finissais le vendredi et je reprenais le lundi matin. Ça nous a appris à être inaratable, en fait, je pense. Parce qu'on a fait vraiment des grosses distances avec les enfants sous le bras. On a rencontré des gens qui étaient, pour nous en France, ce seraient des gens inaccessibles. J'ai rencontré le PDG de la plus grosse boîte d'assurance, au moins de la province du Nouveau-Brunswick, qui était au dernier étage du plus gros building de Moncton. Et je suis arrivé avec mes présentations, mon costard, mon petit attaché-caisse, mes petites dégustes, etc. Le mec hyper sympa. Et à la fin, je te laisserai savoir. Et quelques mois plus tard, je suis embauché dans la plus grosse salle de fitness de la province, la franchise Good Life for Fitness. Et je revois ce monsieur. Je le croise. J'étais à l'accueil, j'étais au front desk. Et il présente sa carte d'abonné. Et moi, je ne le lâche pas du regard. Parce que je l'ai reconnu aussitôt. Et j'ai vu que lui m'a reconnu, mais qu'il était hyper mal à l'aise. Limite, s'il avait pu se cacher sous le tapis de la porte d'entrée, il l'aurait fait. Et il passe devant moi, il dit rien,
Et je me dis, lui, je vais pas le lâcher. Je suis allé dans la salle. Il était en train de faire sa séance de muscu. Il faisait des exercices qui étaient pas du tout maîtrisés techniquement. La respiration était pas calée. Ça ressemblait à rien ce qu'il faisait. Et je dis ça sans jugement. C'est juste que techniquement, il maîtrisait pas. Et je suis allé le voir et je lui ai dit, vous vous souvenez de moi? Vous m'aviez dit que vous me laisseriez savoir, pardon. Et en fait, dans l'échange, je me suis rendu compte que j'avais affaire à quelqu'un en face. Il avait beau avoir un énorme poste, un soi-disant énorme leadership. Je sais pas, il devait être à la tête de 5-6 000 personnes. Je me suis rendu compte qu'en fait, il était exactement comme tout le monde. Quand il assumait pas des choses, eh ben, il avait peur. Et là, je me suis dit, OK, si tu es capable d'avoir présenté ton projet alors que tu es débutant à quelqu'un comme ça et que tu te retrouves dans une posture où c'est lui qui est mal à l'aise, c'est lui qui assume pas, tu peux présenter ton business à n'importe qui, et quel que soit le business, quel que soit le système de rémunération, quel que soit le produit, n'importe quoi, eh ben, tu pourras développer quelque chose de grand, mais ce sera juste une question de temps. Et ça m'a vraiment, c'est l'une des rencontres et l'une des leçons que j'ai retenues qui m'a vraiment impacté, où je me suis dit, là, je tiens quelque chose, je sais que maintenant, j'ai la compétence. Et c'était vraiment hyper important pour moi. Mais très cool, en fait, en vérité, c'est une expérience où tu sors de ta zone de confort plus, plus, plus. C'est-à-dire que on dit souvent que pour grandir, évoluer, apprendre, il faut sortir de son quotidien et de ce que tu maîtrises. Là, c'est carrément une zone de panique ou une zone de risque où tu grandis beaucoup plus vite parce que tu fais en sorte de rendre les choses confortables plus rapidement. Et Juste effectivement, pour te donner la petite anecdote rapidement, ça peut peut-être aider les gens qui écouteront. Je me souviendrai toujours du rendez-vous. J'arrive au rez-de-chaussée, je demande à rencontrer le PDG, j'ai oublié son nom. Et puis l'assistante, enfin la réceptionniste m'amène vers l'ascenseur. Je monte dans l'ascenseur, je me conditionne, je me conditionne. Et au moment où la porte s'ouvre, il y a un énorme bureau avec des baies vitrées à gauche, à droite, vue sur la province à perte d'horizon. Et le mec, il est au fond, mais vraiment loin, loin, loin. Il y a peut-être 30 mètres avec un énorme bureau à l'américaine comme dans les films, tout un tas de trophées dans son dos, des tableaux de récompenses signés, les universités, etc. Et là, je me dis, mais comment je vais me faire manger par ce monsieur? Et là, dans ma tête, je me suis dit, tu as deux choix. Soit tu fais le loser, soit tu vas le croquer. Et j'y suis allé en mode, euh, peut-être parce qu'un peu je suis issu des sports de combat, je me suis dit, allez, de toute façon, tu es là, banzai, il n'y a pas de marche arrière, tu vas pas repartir dans l'ascenseur, tu vas y aller, tu vas le faire, quoi qu'il arrive, peu importe, et de toute façon, tu vas sortir grandi de tout ça. Et au final, c'est ce qui s'est passé quand il y avait la salle de c'est fitness. ce qui caractérise un peu votre personnalité, c'est l'engagement. Moi, je me rappelle effectivement ce que tu dis, Karine, où moi, je venais déjà depuis des années construire des choses sur le Québec et plusieurs fois, on s'est rencontrés à Montréal où vous faisiez le trajet avec les enfants sous le bras dans la voiture, toute une aventure. Je pense que pour eux, c'est aussi une expérience inoubliable. Et on en a vécu des expériences dans différents continents d'ailleurs. Tout ça, ça a amené effectivement ce que tu disais, Marc, à maîtriser des savoir-faire un peu plus techniques, un peu plus digitaux. Les réseaux sociaux, c'est des outils de communication, mais tout ça, ça a amené à relancer un projet qui était déjà existant, qui est votre projet de cœur actuel, qui est la marque Esprit d'Ovalie. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que c'est que ce projet, comment c'est né, où est-ce que ça en est et où est-ce que ça va? C'est quoi Esprit d'Ovalie aujourd'hui? Moi, je représente aujourd'hui avec force en t-shirt. Dites-nous un petit peu ce qui vous stimule dans cette aventure. Bah, rapidement, la naissance d'Esprit d'Ovalie, en fait, elle est née du sport-études, rugby à Honfleur, en lycée, où j'avais entre 40 et 45 élèves, joueurs, entre 15 et 18 ans, tous les jours à l'entraînement. On faisait 8 à 9 heures de rugby par semaine. J'étais rémunéré pour entraîner ces élèves-là. Et tous les ans, en tant que prof de PS, en tant que directeur du sport-études, on renouvelait des équipements, on renouvelait des achats, on faisait des maillots, il fallait créer un logo pour le sport-études. Donc le dinosaure, le logo dinosaure d'Esprit d'Ovalie, c'était le logo du sport-études sous fond de pseudo Pont de Normandie, les arches du Pont de Normandie. Et puis en 2010, on est qualifié, on est retenu, on est sélectionné pour représenter la France au championnat du monde des lycées. Mes élèves commencent à me dire que ce serait peut-être bien de faire des t-shirts, ce serait peut-être bien de faire quelque chose de très identitaire. Et un soir, il y a un élève qui me dit, bah, tu pourrais peut-être créer une marque. Ok, alors on était en train de travailler sur les logos pour le tournoi Japon, des mois et des mois à réfléchir au nom de la marque, à griffonner sur le papier.
des mots touche, maul, ruck, rugby, scrum, fighting spirit, oval, ovalie, rugby, chabal, ruck, rockfield. Et puis, le fait de travailler sur le Japon, on apprend énormément de choses. Il se trouve que le nom médiéval de Tokyo, c'est Edo, E-D-O, comme sur le polo. Et ça veut dire la porte du fleuve. Et on habitait à côté de l'estuaire de la Seine. Et le pont de Normandie, qui est la porte du fleuve. Et on réfléchit, on avance, je continue de griffonner. Et puis, je me mets à faire des photos du pont de Normandie. Et puis un soir, l'illumination arrive, Esprit d'Ovalie, le nom tombe comme ça. Je suis à 2 doigts de le déposer. Je vais voir un équipementier qui me demande de lui filer mes logos que j'ai dessinés pour me donner soi-disant des échantillons de t-shirts. En fait, il voulait surtout me piquer la marque. Et j'appelle mon père. Il me dit surtout donne rien. Je donne rien. Je dépose le soir même. Je lance Esprit d'Ovalie comme ça. On fait quelques équipements pour des clubs, pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire grâce à un élève. C'est surtout les élèves et les parents d'élèves qui m'ont aidé au départ, qui nous ont aidés. Et puis, le départ au Canada fait que l'activité s'arrête alors qu'on avait commencé à faire des catalogues sur une page Facebook, les réseaux sociaux. C'était peu utilisé. Et c'était peu utilisé. Et c'était un élève qui m'avait conseillé de me mettre sur Facebook pour avoir une vitrine gratuite déjà à l'époque. Moi qui étais un anti-réseau social, tu perds ton sang-froid. J'en avais pas l'utilité dans ma vie en fait. J'en avais vraiment pas l'utilité. Ça a sonné, désolé. C'est la mi-temps. Et donc, ça se met en pause 10 ans. On est sur le projet marketing de réseau. On part au Canada, on revient en France. On est focus. Et puis en 2022, relance. On décide de faire du e-commerce. Je me forme sur le e-commerce. En même temps, j'avais déjà l'idée d'être un équipementier sportif. Donc aujourd'hui, Edo Esprit d'Ovalie, c'est le siège social à la maison, c'est un ordinateur, un téléphone portable, une entreprise sac à dos. C'est utiliser les ressources d'entreprises qui font les choses bien mieux que nous en termes de fabrication. On a sourcé les bons fournisseurs. On dynamise le tissu économique français parce qu'on travaille qu'avec des entreprises françaises, ce qui ne veut pas dire que c'est 100% fabriqué en France, parce que ça relève quand même un peu de l'utopie, surtout dans l'équipement sportif. Et aujourd'hui, on est à la fois une marque e-commerce engagée, éco-responsable, et à la fois un équipementier sportif, Esprit d'Ovalie pour le côté rugby, parce que le mot Ovalie, c'est pas, je crois qu'il y a qu'en espagnol qu'on peut le traduire, mais en anglais, ça n'existe pas. Et Edo, c'est pour le multisport, parce que j'ai été prof de PS et que je connais le terrain, je sais ce que c'est équiper du sport. Donc, on est à la fois rugby et à la fois multisport et également entreprise, puisque renforcer l'identité d'une entreprise, c'est comme une équipe. Et pour moi, le monde du sport et le monde de l'entreprise, je l'ai compris à travers mon parcours. C'est des mondes qui ont énormément de points communs, énormément de parallèles à la notion d'équipe, d'effort, d'engagement, d'identité. Et aujourd'hui, Edo Esprit d'Ovalie, c'est une marque déposée, e-commerce, éco-responsable, mais aussi un équipementier, club et entreprise, pour permettre d'amener des produits de très haute qualité, mais à des prix moins chers, parce que le circuit de l'équipement sportif traditionnel doit se repenser. Et nous, on a la volonté de faire quelque chose de disruptif, moins cher, d'aussi bonne qualité, en toute modestie, bien évidemment, puisqu'on ne prétend pas être les meilleurs ni être parfait. Super projet, en tout cas, c'est inspirant. Je vais revenir sur un sujet qui est un peu touchy en France en ce moment, sujet très d'actualité. Karine, toi, tu es un peu au cœur de ce système, c'est le système éducatif français. Je sais qu'il y a pas mal d'enseignants qui sont en souffrance dans leur métier, il y a pas mal d'élèves aussi qui ont du mal à trouver leur place dans ce système qui peut-être a besoin d'être revu. Vous avez fait le choix à un moment de pratiquer l'instruction en famille. Et toi, Karine, tu vis l'expérience de l'intérieur en étant dans le système français d'éducation. Est-ce qu'on peut parler ensemble un peu de ce choix d'instruction en famille et de ta vision aujourd'hui de ton métier et comment toi tu vis, comment tu vois un peu tes collègues le vivre et est-ce qu'il y a des solutions pour faire que tout le monde retrouve un peu son harmonie là-dedans, quoi. Ouais, je pense que l'école est on sait, un élément fondateur pour la société, parce qu'on y forge les futurs citoyens. Et j'ai quand même l'impression que l'école est en souffrance parce que la société l'est. D'une certaine manière, tout est lié. On sent qu'il manque de projets.
au sein de la société française. Et du coup, l'école elle prend de plein fouet aussi ces dysfonctionnements, cette forme de violence qu'on a un petit peu dans notre quotidien. Mais on le voit bien, on vit dans une région très rurale, euh, calme, au bord de l'eau. Et on s'est fait la réflexion avec Marc, depuis plusieurs années, on sent une tension. Et pourtant, on est entouré de gens qui ne sont même plus en activité. Beaucoup de retraités viennent finir leur vie, s'échouer, je le dis avec évidemment beaucoup d'humour, sur le rocher Grandvillers. Et on les a jamais vus autant tendus, ces gens-là. On sent qu'il y a quand même une forme d'énergie négative, de difficulté de vivre ensemble, de manque de respect. Ça va être dans la voiture. Bon, ça, avant, on ne le voyait pas, hein, se faire couper la route, se faire insulter de tous les noms, avoir des doigts levés. Enfin, il y a vraiment des actes surprenants. Et même lorsqu'on se promène au bord de l'eau, qui est quand même un super cadre pour respirer, pour passer du bon temps, et ben, on voit des scènes de vie qui sont vraiment désagréables. Donc ma réflexion, elle va déjà partir du fait que le monde des adultes va pas très bien. Et forcément, quand les enfants vont à l'école, ils portent ça aussi dès le matin. Moi, je me souviens très bien le directeur de l'école nous dire, il y a encore 2 ans, on trouve les enfants de plus en plus stressés le matin. Eux arrivent avec le sourire parce que ils sont bousculés au réveil, parce que les parents doivent être dans une tension, qu'ils communiquent dès l'entrée à l'école, dès le passage des grilles. Et les maîtresses doivent faire déjà ce travail de rassurer, calmer et donner de la joie de vivre. Donc je trouve que ça c'est un constat qu'on a pu voir, et c'est pour ça aussi qu'on a enlevé les enfants à un moment, parce que la souffrance de l'extérieur prenait trop de place à l'intérieur. Ils n'étaient pas protégés au sens comme nous on l'entendait, et ça collait plus trop à notre idée de l'éducation et au bien-être à l'école, quoi. Le fait d'être dans la joie de vivre, dans le plaisir. Donc en fait, on a eu un réflexe de repli, vraiment, protection, évidemment en accord avec eux, parce que notre choix, il n'a pas été imposé aux enfants. C'est surtout notre aîné qui a montré beaucoup de souffrance, qui commençait à se ternir. Tout ça, j'ai envie de vous dire, vous qui nous écoutez, soyez vraiment à l'écoute de l'état d'esprit, les émotions, les changements d'attitude. On parle d'être vigilant parce que la mode, enfin c'est pas la mode, mais malheureusement le constat c'est ce qui se passe, c'est beaucoup d'harcèlement dans les écoles, en primaire, en collège et lycée, et on dit toujours harcèlement dans la société tout court. Hein. Voilà, mais de toute façon, ce n'est que le reflet aussi de ce qui se passe à l'extérieur. Les parents témoignent peut-être d'une certaine violence, et certains autour de la table, à la maison. Enfin voilà, je pense qu'il y a cette tension qui est partout. Et donc nous, l'IUF, on l'a choisi vraiment en mode protection. C'était quasi vital. On voyait notre fils dépérir, devenir terne, triste. Et là, on s'est dit, ça va pas aller. Et on a cherché à améliorer la situation. On les a pas retirés du jour au lendemain. Ça a pris plusieurs semaines. Il y a eu une réflexion déjà, ce qu'on devait faire, et prendre la décision, pour revenir encore et faire le parallèle avec le marketing de réseau, prendre la décision de faire autre chose en dehors du système convenu, conventionnel, il y a toujours un côté vertigineux. Donc quand on a décidé d'entreprendre dans le marketing de réseau, on savait qu'on était très vite jugé, mal vu, etc. Mais on l'a fait. Et sortir des enfants pour les mettre en UF, pareil, ça a été la même sensation au début, un peu le vertige de où va-t-on. Mais heureusement, il y a un tissu sur le territoire de réseau IEF qui est là, et qui est très rassurant, puisque on a d'abord parlé avec des parents, on a fait rencontrer nos enfants à d'autres enfants, on a amené énormément on va dire, avant la décision, il y a eu beaucoup de moments clés. Après, je crois que ce qui est important, c'est ce que disait Karine, c'est le mot écoute. Aujourd'hui, on vit dans une société qui n'écoute plus les autres. On vit dans une société qui ne s'écoute plus. Et moi, j'ai une vision peut-être un peu rugueuse de l'école aujourd'hui. Forcément, j'en suis sorti, donc j'ai le beau rôle, c'est facile. Mais j'irai pas quand même cracher dans la soupe, parce que pour moi, ça reste quand même l'un des plus beaux métiers du monde, le métier d'enseignant. Tu te mets au service d'enfants qui ne sont pas les tiens. C'est quand même un concept. En acceptant de laisser l'éducation de tes propres enfants à des gens que tu connais pas, mais tu dois leur faire confiance, et tu dois faire confiance au système. C'est une vraie réflexion de fond qui moi m'a perturbé il y a 2-3 ans, où je me suis dit mais pourquoi je délègue, et pourquoi j'agis quelque part, alors là c'est ma posture à moi, hein, pourquoi j'agis quelque part de manière irresponsable à laisser entre les mains d'adultes en qui je n'ai pas confiance mes enfants,
alors que je suis à la maison, je suis entrepreneur, je suis indépendant, j'ai fait un choix que j'assume, je voulais être 100% libre de mon temps, l'objectif est atteint. Aujourd'hui, personne n'est maître de mon temps, je suis le seul maître à bord. Et je me suis dit, pourquoi je laisserais mes enfants à d'autres? Et, euh, et en fait, on s'est vraiment mis en écoute très agressive de nos ressentis, de ce qui se passait autour de nous. On s'est vraiment reconnecté à l'essentiel. Et on avait la posture facile, c'était simple pour nous de faire l'IEF. Aujourd'hui, je me mets à la place de parents qui doivent se lever à 6 heures du matin, déposer leurs enfants chez la nounou à 7h15 parce qu'ils doivent être au boulot à 8h30 après 45 minutes de route et au bouchon. Bon, c'est sûr que c'est moins facile de faire de l'IEF, c'est une évidence. Il y a des gens qui sont dans un contexte où c'est pas possible tout court. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'éducation nationale, et ça c'est un message à tous les collègues pour qui j'ai un profond respect, c'est que chacun doit amener sa pierre à l'édifice pour repenser le système, à commencer par la considération de l'enfant, la considération de la famille, avant la considération des textes officiels, des objectifs et des notes et des évaluations. Parce que l'école aujourd'hui, elle n'est pas faite pour épanouir des êtres humains, elle est faite pour créer des exécutants au sein d'un système qui doit survivre. Le système à la française, l'exception culturelle, économique à la française. Et aujourd'hui, je pense que l'attitude des adolescents, couplée à 2-3 ans de Covid et à tout ce qu'on nous a fait vivre, qu'on soit d'accord ou pas, c'est pas le sujet. Je pense qu'aujourd'hui, j'en parlais avec Maxime qui a 15 ans, qui écoute énormément ses camarades de classe, et il le dit, aujourd'hui, il le ressent, autour de lui, il a beaucoup d'ados qui ont peur de l'avenir, qui savent pas ce que ça va donner. Le modèle salarial des parents qui sont pas forcément épanouis, qui ont peut-être du mal à joindre les deux bouts, qui sont peut-être dans le rouge dès le 8 du mois. Je parle même pas du côté la femme au travail qui travaille 2 mois gratuitement de fin d'année parce qu'il y a l'inégalité homme-femme. Et cette reproduction des inégalités hommes-femmes dans le monde du travail traditionnel, c'est pas le cas dans l'éducation nationale. C'est l'un des aspects positifs de l'éducation nationale. Eh bien, ces jeunes aujourd'hui, il y a certaines générations plus vieilles qui disent c'est des bons à rien, ils veulent rien faire. En même temps, vu ce qu'on leur propose, c'est un peu normal qu'ils aient pas envie d'y aller parce que c'est pas source d'épanouissement. Et aujourd'hui, avec un smartphone, on a accès à tellement d'informations. Si c'est du négatif, on fait le choix de s'alimenter avec du négatif, mais on a tellement accès à des informations positives sur la confiance en soi, sur le fait de croire en soi, que c'est possible, avec de réels exemples et de réels mentors virtuels, qui sont là pour nous donner un chemin différent. Et les jeunes d'aujourd'hui, moi, je pense fondamentalement qu'ils sont en train de devenir divergents parce qu'ils ne veulent plus d'un modèle du passé qu'on leur impose pour leur propre futur. On les met soit dans la peur du passé, dans la culpabilisation du passé, soit dans la peur du futur, mais on ne leur donne aucune clé pour vivre le moment présent. Et c'est seulement dans le moment présent qu'on peut construire son avenir. Et je pense que c'est là où l'éducation nationale, elle se trompe, elle s'oublie. Mais l'éducation nationale, c'est un outil d'État, c'est l'école de la République. Et une République, elle doit fonctionner. Et au détriment de l'individu. C'est vraiment ce que je pense fondamentalement. De mon expérience où j'ai tout donné pour l'éducation nationale et mes élèves, à aujourd'hui, en voyant mes enfants, quand on a fait le choix des 2 ans d'IEF, beaucoup de gens nous ont dit mais ils vont être en retard, ils vont se désocialiser, ils vont devenir débiles pour certains. Merci. Ils vont voir personne. Ils vont voir personne. Maxime, il a appris à jouer au piano. Il parle couramment anglais. Il aime lire des développements personnels, des livres de développement personnel. Émilie, elle aime la création, la créativité. Et nos enfants, on les a aérés, on les a sortis à un moment où on nous demandait de surtout pas sortir. Et nous, on a fait le contraire. Et aujourd'hui, nos enfants, ils sont heureux. Notre famille, elle va bien. Et nos enfants, ils sont pas devenus tarés. Ils ont des super résultats à l'école parce qu'ils sont retournés à l'école parce que c'était un de leurs choix. Ouais. Et on est très content de cette expérience et on encourage vraiment tout parent qui voit son enfant dans le dur envisager cette solution parce que c'est vraiment un moment de vie incroyable en famille à refaire. Ok, merci de ce partage personnel. On parlait d'avenir, c'est pas facile de se projeter. La période de fin d'année est une des périodes fastes pour pouvoir justement faire le bilan. Un mélange de cet esprit de Noël, des fêtes de fin d'année
et en même temps de la projection d'une année qu'on rêve tous souvent de façon différente parce qu'on aimerait corriger certaines choses, améliorer d'autres, avoir des sensations plus positives, des résultats plus conséquents. C'est normal, on est aussi dans un monde de productivité, de performance. Comment vous voyez-vous l'année 2024 ? Comment vous préparez cette fin d'année ? Quel est votre état d'esprit dans cette période annuelle de fin d'année ? Et est-ce que vous avez des projets pour l'année 2024 ? J'ai cru avoir entendu parler d'un podcast, par exemple. Ah, ça y est, tu as lancé le mot. Heureusement, vous écouterez cette interview plutôt fin décembre. Alors effectivement, c'est justement mon projet 2024 vient en cohérence avec ce qu'on s'est dit entre l'entrepreneuriat et l'éducation nationale. Parce que l'idée, c'est j'ai envie, et j'ai commencé déjà à faire des entretiens de femmes pour l'instant. Je suis plutôt sur la gente féminine qui sont enseignantes ou qui ont été enseignantes et qui ont passé le pas pour aller soit dans une autre voie en tant que salarié, soit en tant qu'entrepreneur. Donc mon podcast, effectivement, s'appelle Ma tribu bien-être et l'idée, c'est de faire le pont entre l'école et le monde de l'entreprise parce que je suis convaincue que tout le monde se porterait mieux s'il y avait une réelle meilleure connaissance des uns et des autres parce que pour revenir à ce que tu disais Sabrina, mes collègues, ils connaissent rien dans l'entrepreneuriat, très peu de choses en fait, c'est très obscur, ça fait peur. Et le monde de l'entreprise, souvent, sauf lorsqu'il y a de l'apprentissage, souvent est un peu déconnecté de l'école, de ce qu'apprennent les élèves ou ce que font les enfants en classe. Donc voilà, mon podcast, c'est exactement la volonté de faire le pont entre ces deux univers en espérant que tout le monde se comprenne mieux et puisse du coup mieux vivre les activités professionnelles en général et faire des choix. Et surtout, je pense que j'ai envie de donner de l'élan à des personnes pour faire autrement, autre chose, quoi. Cultiver l'audace. Ouais, cultiver l'audace. 2024, ça va être une année olympique, puisque c'est les JO de Paris. Tout athlète se prépare pendant 4 ans, pendant l'Olympiade. On fait la même chose. Moi, je me suis infligé une énorme charge de travail, à la fois sur des lectures, énormément de lectures autour du marketing digital en anglais, puisque c'est la référence aujourd'hui, évidemment aussi avec des sources francophones. Évidemment, 2024, c'est Edo Esprit d'Ovalie. On estime avoir le savoir-faire, maintenant on va passer dans le faire savoir, et ça va pas rigoler, parce que quand on fait les choses, on fait pas semblant. Comme une mêlée, quand on s'engage, c'est à 100%. Et puis, des envies de projets de marketing digital, devenir vraiment des experts dans des outils qui sont encore parfois mal appréhendés, qui font peur. Les réseaux sociaux, par exemple, j'étais le premier, j'ai vécu ça. Donc, à partir du moment où on a vécu et qu'on a franchi l'obstacle, qu'on a appris, qu'on développe des compétences, on peut l'enseigner. Et je pense que tout sera axé sur l'année 2024 sera axée sur exceller dans notre pédagogie. Exceller dans notre pédagogie, quel que soit le projet qu'on va amener, que ce soit Edo, Esprit d'Ovalie, le marketing digital, les podcasts, c'est vraiment exceller dans notre pédagogie parce que on considère qu'on a un parcours de vie, des expériences, des échecs, des souffrances, des deuils, bref, la vraie vie, qui nous permettent aujourd'hui d'avoir suffisamment de recul et de responsabilité et de leadership de nous-mêmes pour pouvoir partager aux gens, parce que moi je considère qu'aujourd'hui le monde a vraiment besoin de positif, le monde a vraiment besoin et les gens ont vraiment besoin de renouveau, et nous on l'a fait dans notre vie plusieurs fois, et on considère avec beaucoup de modestie qu'on peut apporter des choses aux autres, parce que sinon on l'a fait, tout le monde est capable de le faire, quoi. Tout le monde. Pas de limite. Merci beaucoup. Merci. Donc, on vous retrouve sur Esprit d'Ovalie, j'imagine, sur les réseaux sociaux, ou alors sur Ma Tribu Bien-être, je crois. On mettra tous les liens que vous voulez qu'on partage si des gens veulent vous suivre davantage. Hein. Donc, le site Esprit d'Ovalie pour aller découvrir cette belle aventure. On a une dernière question, hein, c'est ça, traditionnelle. Tradition, voilà. Dernière question de l'année. Le podcast s'appelle Contribution. Est-ce que vous voulez bien partager avec nous ce que veut dire contribuer pour vous ? Toi d'abord. Je triche. Moi, je vais commencer. J'ai une réponse simple. Pour moi, contribuer, c'est d'abord être un être éveillé, réveillé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas agir si on n'a pas conscience de qui on est, ce qu'on veut, et de prendre conscience aussi de la force qu'on a en fait. La force
et le fait qu'on peut participer à cette grande aventure qui est l'humain, et contribuer, moi je me sens comme un tout petit galet, un petit grain de sable dans dans l'océan, mais en même temps, on est des millions et des milliards de petits grains de sable et je pense, pour rebondir sur ce qu'on disait, hem, pour moi contribuer, voilà, c'est être vivant, se sentir vivant, améliorer, plein de choses. Ça commence par nous-mêmes et donc ça peut, je pense, contribuer au bien-être des autres à partir du moment où on est une meilleure version de nous-mêmes. C'est pas simple comme question et comme mot contribution, parce que la contribution, elle est dans notre mental, c'est une contribution financière, c'est payer ses impôts par exemple. Euh, Moi je dirais que contribution, ce que ça m'évoque, c'est, je l'ai sûrement déjà dit, c'est le fait d'apporter quelque chose. Mais le fait d'apporter quelque chose, non pas de concret, parce que ça c'est la base, mais d'apporter quelque chose de sincère, d'authentique à quelqu'un pour l'aider à viser son excellence à lui. Je pense que c'est ma vision de la contribution. Apporter quelque chose à quelqu'un pour qu'il puisse viser et atteindre son excellence. Merci beaucoup en tout cas Pour ce partage, ce bravo partage. pour vos prises de risques, votre parcours et vos engagements. On souhaite en tout cas longue vie à Esprit d'Ovalie, à tous vos projets futurs et au plaisir de se recroiser pour continuer nos aventures communes. Merci à vous et bon succès à contribution. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Très bientôt. Salut.